Et puis je suis revenue à l'École supérieure d'art et médias pour terminer mon DNSEP en 2018 avec une pratique de la sculpture assez variée, vraiment différents médiums, beaucoup de récupération, d'assemblage, voilà, de la sculpture vraiment assez éclectique. Et puis j'ai été diplômée en 2018 et j'ai été invitée dans diverses expositions à réaliser des résidences de 2018 jusqu'à maintenant. Alors, depuis un an environ, maintenant je qualifie ma pratique par le dispositif sculptural suite à la lecture d'un livre qui s'appelle Voir la sculpture et c'est sur le dispositif sculptural de Gérard Ledon qui date de 2018. Parce qu'avant je disais donc que je faisais un petit peu de dessin, un petit peu de photos, un petit peu de vidéos, d'installation et en fait ça voulait plus ou moins tout ou rien dire et à travers la lecture de ce livre, ça m'a vraiment, je me suis vraiment reconnue à travers des œuvres qui fonctionnent par des analogies visuelles, mentales, des associations d'objets dans l'espace qui vont former un ensemble. En fait, le dispositif sculptural, c'est vraiment ça, ça implique l'expérience du spectateur et aussi le regard du spectateur à travers l'objet et la sculpture. Et c'est considéré en fait comme faisant partie intégrante de l'œuvre. Donc ici, par exemple, pour donner trois exemples, il y a une photo où je pose avec un pangolin avant la pandémie du Covid-19, ce n'est pas en lien, mais c'était une photo qui était en référence à une peinture d'un maréchal, et il se trouve que le lieu où j'exposais, c'était sa maison natale, et ce maréchal avait été connu notamment reconnu pour ses crimes de guerre en Algérie, et donc c'était une façon de me réapproprier le lieu et de parler en fait de cette histoire. Et il y avait aussi énormément de symboles dans cette maison natale qui est devenue un centre d'art. Il y avait des fleurs de lys, donc plutôt référence à la pureté, à la royauté, qui étaient couvertes par des cloches de jardin. Il y avait quelque chose de l'ordre de très jardin domestique, plastique antique. Il y avait des vraies fontaines faites à partir de matériaux récupérés de la région. Les fontaines, c'est donc un élément urbain, public qui m'a beaucoup intéressée à ce moment-là parce que, pareil, ça faisait partie des villages. Il y en a qui ont été retirés parce qu'il n'y avait plus forcément d'utilité, et alors que leur première utilité, c'était d'apporter l'eau courante dans les communes. Et puis, pour donner deux autres exemples, il y a aussi l'interaction de personnes avec mes dispositifs. En 2019, j'avais réalisé une série de vidéos qui s'appelait Électroscope. Ça faisait référence à un article du New York Sun qui imaginait, il y a un peu plus d'un siècle, un canular qui permettrait de voir des objets à distance. En fait, on imaginait les smartphones aujourd'hui ou la télévision. Et donc moi, c'était un téléachat où des présentateurs performeurs présentaient des objets qui étaient d'aujourd'hui mais qui n'avaient plus forcément d'intérêt parce qu'ils sont considérés comme kitsch ou désuets. Et puis, à droite, il y a un travail que j'ai réalisé dans une usine d'élastique en caoutchouc à Montreuil. Et là, j'étais invitée à travailler. La seule contrainte, c'était d'utiliser ce matériau, qui est un matériau à la fois naturel et industriel. Et en fait, je me suis fait tout un récit où j'ai imaginé qu'est-ce que ce serait ce matériau si, dans une espèce de récit futuriste un peu dystopique, il n'avait plus d'utilité dans cette société, à la production. Est-ce que finalement on se vêtirait avec ces élastiques qui sont devenus des parures sculpturales et en même temps avec un retour un peu post-industriel mais dystopique à la fois. Et puis, je me suis posé pas mal de questions par rapport à ma pratique personnelle et j'ai eu envie d'explorer tout ce qui touchait aux nouvelles technologies pour amener peut-être mon travail vers de nouveaux récits et avec de nouveaux médiums. Et surtout, j'avais envie de faire un travail sans forcément être en résidence. Et c'était voilà, aussi l'occasion d'explorer cela. Il se trouve que la première chose qu'on nous demande, c'est d'écrire un mémoire. Et là, c'est vraiment poser la question de quel allait être mon sujet d'étude pour ce mémoire. Et donc, naturellement, je me suis dit que ce serait intéressant d'étudier mon lieu de vie, puisque voilà, c'était mon contexte. Et il se trouve que c'est un quartier très touristique du 18e arrondissement, puisqu'il s'agit de Montmartre. Et habituellement, c'est vrai qu'en tant qu'habitante de cet espace, on a plutôt tendance à vivre en dehors de cet espace touristique. En tout cas, d'éviter certaines zones de Montmartre et de la Butte, parce que
comme si c'était, voilà, c'est pas un non-lieu, mais c'est un espace touristique et il n'appartient pas forcément aux habitants, ou alors il y a une alternance entre nuit et jour, et entre les vivants touristes et les vivants locataires ou propriétaires. Donc en fait, l'idée, voilà, c'était de devenir une sorte d'exploratrice, opératrice de proximité, avec un goût du voyage, et ce qu'on peut retrouver du voyage dans le quotidien. Et la forme, finalement, de ce mémoire, c'est devenu un site internet avec une carte interactive. Et cette carte, c'est pas une carte n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une Google Maps qui a été pas hackée, mais qui a été utilisée avec les outils personnalisés qui sont offerts pour personnaliser ces cartes. Et l'idée, c'était, voilà, de pouvoir se balader à la fois sur cette carte, à la fois sur le terrain physique, et d'implanter les chapitres du mémoire sur la Google Maps. Il se trouve que, et c'était aussi parce que c'est la carte que j'utilise le plus pour me déplacer, et j'ai vu qu'il y avait énormément de choses qui étaient fausses en fait, sur cette carte, notamment au niveau de la représentation des espaces verts, des espaces accessibles. Et du coup, ça m'a aussi permis de revoir en fait, l'espace dans lequel j'habitais, et aussi la perception que j'en avais en me déplaçant avec cette carte. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit extrait vidéo de comment ça se passe au niveau de l'interaction sur ce site avec la carte, et aussi pour le public qui n'a pas forcément eu accès aux mémoires. Et pendant ce temps, moi, je vous ai préparé des surprises que je vais vous distribuer. Ce sont des objets du lieu, donc de Montmartre. Donc, on a une tour Eiffel prise dans une pyramide du Louvre transparente vendue à Montmartre. Je vous les donne, je vous les laisse les observer et vous les faire passer. Ensuite, on a une sélection de prospectus, parce que ça fait 1 an que j'ai décidé de récupérer tous les prospectus qui étaient mis dans ma boîte aux lettres. Un peu comme ça, parce que c'est quelque chose que machinalement on a plutôt tendance à jeter. Et j'ai remarqué que j'en avais beaucoup et j'avais envie de voir de quoi j'étais la cible en fait, dans ce quartier-là. Donc, sans grande surprise, je suis la cible d'agences immobilières principalement. Hein. C'est voilà, principalement les agences immobilières. Sauf une personne qui m'a écrit un mot à la main, qui cherchait un appartement à vendre. Donc voilà, bon, un peu dans la même thématique. Et puis il y a quelques autres voilà, petites flyers de voyance, d'invitation à un spectacle, mais principalement quand même des agences immobilières. Ensuite, le best-seller de Montmartre, le porte-clés Tour Eiffel. Mais là, il y en a 2, ils sont assez différents. On a le porte-clés qui va plutôt être vendu de manière illégale, malheureusement, donc sans traçabilité possible. Et on a un autre porte-clés qui, lui, est 5 fois plus cher parce qu'il a une étiquette. Et c'est la seule preuve, il est extrêmement difficile à trouver, qu'il a été fabriqué en Chine, puisqu'on peut voir, il y a marqué « Made in RPC ». Et c'est 4 tours Eiffel en une, aussi accessoirement. Ce qui peut être pas mal. Donc voilà, donc pourquoi je vous ai ramené ces objets parce que pour moi, c'est vraiment des objets qui sont des invisibles proliférants de cet espace, qui font partie aussi des flux qui circulent voilà, à Montmartre et aux alentours. Et les porte-clés, notamment, c'est quelque chose que j'ai un peu développé dans le mémoire. Puisque c'est donc un objet touristique de souvenir. Et je me suis dit, à un moment donné, il y en a vraiment énormément, enfin, c'est des quantités astronomiques en fait, à Montmartre et dans les autres quartiers touristiques. Mais en fait, les porte-clés, est-ce que ça a une histoire? D'où ça vient? Pourquoi les porte-clés? J'ai essayé d'aller voir la documentation de l'ANSSI s'il y avait une histoire sur les porte-clés, quand est-ce que ça a été inventé. Forcément, ça a fait un peu sourire, parce que dans une école de design, c'est un peu un objet goodies, un objet commercial qui n'est pas forcément considéré. Et pourtant, il y a quand même une demande, il y a énormément de flux en fait, qui circulent autour de cet objet. Et il y a énormément de porte-clés qui vont être dérivés du porte-clés Tour Eiffel, avec des idées, mais des animaux vivants dans des porte-clés, des porte-clés qui vont tracer en fait, des personnes avec des AirTags. Enfin, c'est assez... voilà. Enfin, donc voilà, l'idée c'est de relever un peu ces flux-là et de questionner les objets qui sont présents dans cet espace. À ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai que bon,
il y a des flux qui ne sont pas forcément des flux très positifs qui circulent. Mais en même temps, il y a cette analogie effectivement au parc à thème à Montmartre, mais il n'y a pas d'espace avec une billetterie. Enfin, il n'y a pas de porte qui se ferme à une certaine heure, mais il y a un peu tous les codes des attractions. Et puis, d'un autre côté, ces attractions, je ne les apprécie pas forcément, mais il n'y a pas non plus d'autres propositions. J'ai l'impression que les habitants ne s'approprient pas forcément cet espace. Et voilà, on revient encore à ce truc de c'est un espace touristique de la ville, il est dans la ville, mais il est un peu en dehors aussi, on ne s'en occupe pas, quoi. Donc, je me suis dit à ce moment-là que quand même, ce serait pas mal d'imaginer quelque chose, qu'est-ce qui pourrait se passer à la place de tout ça. Et donc sur ce, je vous souhaite la bienvenue à Montmartre et je vais inviter le jury à venir de l'autre côté du miroir, de ce côté-ci, puis le public. Alors, on va rester un petit peu sur ce qui se passe ici et on va regarder un peu la vidéo avant de s'aventurer plus loin. Et donc voilà, vidéo c'est un peu mes yeux en fait, c'est ce que j'ai pu repérer qui m'a beaucoup intriguée dans ce quartier-là. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter le projet. Ensuite, on va aller voir ce que ça donne. Donc, projet Fantawatt, mon idée, c'était de créer un parcours scénique urbain, in situ et virtuel, donc en deux parties. Et ce parcours scénique, il mettrait en scène, l'idée serait d'introduire en ville des sculptures interactives qui déclencheraient des phénomènes, des mini-attractions. Et ces sculptures, non seulement elles déclencheraient des petits phénomènes, mais elles incarneraient aussi de la donnée invisible de la ville, en particulier liée à l'énergie et l'électricité. Et donc, pour ces sculptures-là, il a fallu un objet hôte, c'est-à-dire un objet sur lequel les sculptures viendraient se greffer. Et j'ai choisi les candélabres parisiens. Je dis bien les candélabres, puisque ce n'est pas un poteau, ni un lampadaire, c'est peut-être un réverbère, mais le nom officiel sur les catalogues de fonderie, c'est le candélabre. Donc voilà, et on parle bien du modèle qui date du milieu du 19e siècle, implanté à Paris. Et en fait, je me suis rendu compte, on a pu le voir sur les vidéos avant où il faisait jour, qu'il y avait énormément d'hybridation déjà présente sur ces candélabres. Par exemple, on a vu des caméras de sécurité qui étaient intégrées à la place des lanternes, donc ils n'ont plus la fonction d'éclairage. On voit aussi qu'il y a certains qui ont été rafistolés avec du gaffeur noir. Et en fin de compte, ce que je me suis dit aussi, c'est les candélabres, ça fait partie des seuls monuments monument urbain du quotidien dont l'hybridation ne dérange pas forcément. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. On le verra après pourquoi, comparé à d'autres mobiliers urbains comme les fontaines Wallace ou les entrées de métro. Donc voilà, donc l'idée, j'avais mon objet hôte, j'avais l'idée des sculptures qui viendraient sur cet objet-là, et ensuite il y avait la forme. Donc quelle forme? Et j'avais envie que ce soit des sculptures qui viennent vraiment se fondre dans cet environnement, qui viennent se greffer, et pour ça, les premières actions, ça a été de réaliser des moules in situ, donc des empreintes. Et c'est ce qu'on voit au sol ici, sur comme des petites stèles, comme ça, qui sont les coquilles vides, finalement, des objets qu'on va aller voir après. Et donc voilà, dans ma tête, ça fait comme une sorte de totem urbain qui aurait une prise de parole, en sachant que le candélabre, lui aussi, il est en lien avec une histoire énergétique, une histoire de l'illumination aussi de la ville. Et ça, on en parlera juste après. Une dernière chose, les sculptures, je les ai nommées les griffes avec un Y. C'est entre quelque chose qui est de l'ordre de la créature et de la greffe. Sans plus attendre, on va venir dans cet espace, on va regarder ce que ça a donné.
Donc, il faut imaginer que mon projet, c'est un parcours scénique qui se passe dans la ville. Donc là, on est sur une reconstitution avec des candélabres et ces sculptures. Et donc, chaque sculpture déclenche une petite attraction, un phénomène différent, et donne une information. Donc on en a une ici qui justement explique ce vocabulaire. Elle se questionne, elle a des petits axes qui s'affichent, elle se questionne sur quoi elle est accrochée. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un poteau, ni un lampadaire, ni un réverbère, c'est un candélabre. J'existe depuis le milieu du 19e siècle, etc. Et puis on en a d'autres qui vont déclencher des sons, des petites lumières, comme des sons de sonnerie en fait. On a ce truc de voilà, quels sont les sons en fait des sonneries, des objets qui sont électriques et électromagnétiques. Et puis on en a qui réagissent aux présences des corps et par des sons et par des lumières. Et on a des petites spécificités aussi de griffes qui vont entrer en contact avec les champs magnétiques et électriques de la ville, en particulier par exemple celle-ci qui détecte vous pouvez vous rapprocher pour lire les petits messages qu'il y a dessus, qui détecte les antennes 5G de proximité. Voilà, donc à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, elle dit il y a une antenne au 21 rue Saint-Sabin, il y en a une autre au 11 rue Richard Lenoir, etc. Comme un petit jeu. On en a une qui va détecter les champs électromagnétiques de la pièce. Donc c'est celle-ci. C'est pour ça que je ne l'ai pas allumée tout de suite parce qu'elle est un petit peu... voilà, parfois elle s'excite un peu, donc elle peut faire beaucoup de bruit. Mais voilà, elle va détecter vraiment les champs de la 5G de nos téléphones en fait, portables et elle va réagir en fonction. Et puis on a aussi celle-ci qui va être assez amusante, qui est une petite créatrice d'aura. Donc voilà, qui va diffuser comme ça une vapeur, quelque chose d'assez fantasmagorique justement. La fantasmagorie, c'était des spectacles de fantômes au départ, c'est aussi important de le préciser. C'est pour ça que le projet il s'appelle Fantawatts, il vient de cette origine-là. Et, sauf que moi c'est plus les watts, la mesure de l'énergie en ville, l'électricité, etc. Donc voilà à peu près pour les sculptures, ce que ça a pu donner. Et calme-toi. Voilà. Il y a eu des mises en situation de ces sculptures-là dans l'espace urbain. On va pouvoir le voir sur ces vidéos ici, donc, où j'ai fait, voilà, je les ai vraiment accrochées pour voir en fait ce que ça donnerait pour ce parcours scénique. Au niveau de l'accroche, je me suis simplement inspirée des panneaux de circulation qui sont déjà accrochés sur ces candélabres, qui sont des anneaux de serrage. Moi, je les ai faits sur mesure. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est la sculpture est là. Ce serait plutôt dans le cadre d'une manifestation culturelle. On peut interagir avec. Et ensuite, on sait qu'il y en a une autre qui va être un peu plus loin. Et on va découvrir un nouveau phénomène. On va voir la deuxième vidéo. Celle-ci, c'est celle, la créatrice Dora. Et là, c'était assez intéressant parce que justement, en la mettant vraiment dans l'espace public, je me suis rendu compte que ça illuminait juste cette petite forme sur le candélabre. Et il y a vraiment cet effet presque de mini-flamme olympique. Enfin, et c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu au départ. Et ça fait aussi partie de la magie de voir ces objets dans l'espace urbain. Donc voilà pour les mises en situation. Et je n'ai pas parlé encore de tout le procédé, les processus de création, puisque vous avez vu que c'était de la faïence, c'est de la céramique. Donc j'ai travaillé dans un atelier d'un artiste céramiste qui s'appelle Raphaël Emine, au DOC. Et donc c'est là-bas que j'ai émaillé, que j'ai cuit les pièces. Et il y a un vrai travail qui a été réalisé notamment sur... ça c'est vraiment un travail plastique sur... Finalement, ces candélabres, ils ont tous des couleurs différentes, mais ils sont aussi abîmés par le temps. Il y a ces phénomènes de rouille, d'érosion qui apparaissent. Et donc, le travail vraiment de l'émail, c'était de voir comment on pouvait reproduire ces couleurs. Mais j'ai quand même rajouté un aspect brillant parce que j'aime bien ce côté très fantasmé. Je peux vous en donner quelques-uns juste pour voir.
Donc là, ce que je fais, c'est que je vous ai présenté vraiment la finalité. On remonte un petit peu dans le temps pour arriver aux recherches initiales qu'on peut voilà, un petit peu voir sur ces dessins-là. Puisque mes recherches initiales, c'était vraiment sur finalement l'énergie qui circule en ville et tout ce qui était de l'ordre de l'invisible et des flux en fait, voilà, énergétiques, électriques associés à cette ville. Mais j'avais quand même, voilà, je commençais à réfléchir à des choses qui viendraient avec de la donnée, mais de la donnée qui deviendrait un peu une attraction, qui serait voilà, sur du mobilier urbain. Ensuite, je me suis beaucoup renseignée sur cet objet du candélabre et je me suis procuré notamment des catalogues de fonderies. La fonderie c'est GHM aujourd'hui et c'est assez intéressant de noter que en fait il y a déjà eu des informations, enfin il y en a sûrement encore même, associées au candélabre. Par exemple ici on voit qu'il y avait des propositions avec des horloges intégrées au candélabre et on imagine que peut-être ça aurait été quelque chose d'extrêmement important à l'heure, au moment où il n'y avait justement pas l'heure sur les téléphones et on n'avait pas tous l'heure voilà, avec nous. Mais j'ai relevé ça, qui m'a beaucoup intéressée. Et puis aussi, je voulais vous montrer cette image. Bon, c'est des images d'archives qui proviennent des sites de la BNF. On voit par exemple ici qu'il y a une pancarte avec marqué Tivoli Vauxhall. Et alors c'est un peu moi je trouvais ça vraiment très amusant que ce soit sur un candélabre, puisque les Tivoli Vauxhall et les Vauxhall Garden, c'était des spectacles dans la rue, qui pouvaient être des spectacles de feux d'artifice, des balles, et c'était vraiment dans l'espace public. Et il y avait ce truc-là où il y avait ces attractions en ville, où différentes formes de public allaient le soir. Et voilà, il y avait aussi des jeux avec des mâts où on montait jusqu'en haut pour récupérer des gains. Enfin, donc c'était, voilà, moi je trouvais ça amusant qu'il y ait cette information-là, parce que finalement, c'est aussi le fait de se dire ces attractions en ville, elles ont aussi existé auparavant dans l'espace public, sous une forme qui est plus forcément la même qu'aujourd'hui, que moi j'ai identifié comme étant plutôt les espaces touristiques. Donc voilà, c'est intéressant de noter ça. Et ensuite, il y a une dernière chose qui m'a vraiment beaucoup fascinée. C'est toute l'histoire du candélabre. J'ai été en contact avec une association qui s'appelle MEG à Nanterre, qui est donc Mémoire de l'électricité, du gaz et de l'éclairage public. Et alors eux, ils récupèrent tous les candélabres de Paris. Ils ont vraiment un très gros travail d'archives. C'est assez impressionnant. Et j'ai discuté avec eux. Parce que je me demandais finalement, mais qui est le créateur originel de ces candélabres, parce que autant pour tout ce qui va être des entrées de métro, des fontaines Wallace, c'est très bien identifié, mais autant pour les candélabres, il y a vraiment une zone de flou, puisqu'on sait qu'ils ont été implantés massivement à Paris au milieu du 19e siècle, mais plus précisément en 1860, sous Haussmann, avec les architectes Daviou et Alphand. Mais par contre, il y a vraiment une zone de flou où on ne sait pas vraiment si ce seraient les fondeurs qui auraient apporté les dessins originaux ou les cuivreurs ou les architectes. Et en fait, la finalité de ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nom, mais que ce serait une œuvre collective qui serait le fruit de toute cette collaboration entre artisans, architectes, ingénieurs et fondeurs. Et parce que on note aussi qu'on sait que les candélabres, ils ont été implantés en 1860. Mais par contre, quand on va au musée Carnavalet, on trouve des peintures comme celle-ci, qui est une peinture de Carlo Canella. On ne va pas parler du contexte, on va parler de ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a déjà des candélabres qui sont présents sur cette peinture qui date de 1833. Donc voilà, tout un mystère de candélabres qui seraient là avant leur vraie implantation à Paris. Donc voilà, qui m'a assez fascinée. Et dernière chose qui m'a encore plus retourné la tête, c'est qu'il y a des candélabres dans d'autres villes françaises, exactement les mêmes que les modèles parisiens. On en trouve du côté de Nantes et de La Rochelle notamment, mais certainement ailleurs que j'ai pas encore identifié. Peut-être, il y a peut-être un truc, voilà.
Alors oui, j'ai oublié de parler de ce document. Donc ça, c'est un document qu'une personne de l'association m'a spécialement réalisé pour essayer de retracer voilà, toutes les informations qu'il avait sur les candélabres. Mais moi, je lui ai fait remarquer que ces photos-là n'étaient pas les candélabres originels de 1830. Bon, voilà, on va passer les détails, mais on est en discussion en ce moment pour essayer de définir qui serait voilà, le créateur originel. Mais en tout cas, c'était vraiment très appréciable d'avoir toute cette documentation supplémentaire concernant les candélabres et les lanternes. Donc tout ça, en fait, pour moi, ça crée, et c'est aussi le projet, c'est de créer un monde double que j'ai aimé définir en allemand de Doppelwelt, en référence à l'Umwelt et au Doppelgänger. Le Doppelgänger, c'est plutôt un jumeau maléfique de la culture folklorique qui apparaîtrait, comme ça aussi lié aux jeux vidéo, qui apparaîtrait mais serait comme une sorte de double, mais un peu inquiétant aussi, on ne prévoit pas son apparition. Et les griffes, il y a un petit côté comme ça aussi de choses qui viennent se mettre dans l'espace urbain public, qu'on ne voit pas forcément, parce que c'est vrai quand on a réalisé les vidéos, il y a énormément de gens qui ne voyaient pas en fait ce qu'on était en train de faire et ils passaient à côté, mais vraiment je pense que sincèrement ils ne voyaient pas qu'il y avait un objet ajouté en plus sur le candélabre. Donc voilà, donc ça c'est aussi à relever, j'ai bien apprécié. Et, et enfin, il y a une suite à ce projet-là que je qualifierais d'univers étendu. Donc l'univers étendu, c'est souvent quelque chose qui est une prolongation d'une œuvre de base. On va dire que moi, mon œuvre de base, c'est ces expériences in situ avec les griffes. Et j'avais envie de développer finalement une partie du récit, mais sous un autre médium qui va être plutôt le virtuel. Et cette partie du récit, donc c'est ça, dans l'œuvre étendue, en fait, on développe vraiment un détail, presque un détail en fait, de l'œuvre de base, serait plus sur l'imaginaire énergétique et électrique et tous les fantasmes en fait qu'on a pu se faire justement au début fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et aujourd'hui, en fait, quels seraient aussi les imaginaires de l'électricité, de ce truc qui vient illuminer la ville et aussi avec un côté fantasmagorique. Donc pour cela, on va faire une petite transition avec un instrument qui parle justement de magnétisme. Et pourquoi cette transition? Parce que c'est un thérémine. Un thérémine a été inventé dans les années 20 par un monsieur dont le nom était Thérémine, Lev Thérémine. Et c'est un instrument qui joue avec les champs magnétiques, avec deux antennes, et qui visibilise en fait voilà, les mouvements du corps, mais qui est aussi extrêmement difficile parce que chaque moindre mouvement en fait, qui entre dans ce champ va modifier une note. Donc je l'ai utilisé pour réaliser une partie de la bande sonore qu'on va voir juste après. Et je vous fais une petite démonstration juste pour vous montrer un petit peu aussi les sons et l'ambiance que ça génère. On a aussi quelque chose qui va être plus classique, qui va être plus proche vraiment des sons originels qui étaient sur les candélabres, sur les thérémines dans les années 20. Et puis voilà, on va avoir toutes sortes de sons qu'on va pouvoir contrôler. Donc cette partie-là permet en fait de contrôler les notes, comme si on tire un fil, et ici ça va être le volume. Je propose une petite, voilà, si vous voulez, si un membre du jury souhaite essayer, c'est pas tous les jours qu'on a des candélabres, juste pour voir l'interaction que ça peut avoir avec le chant, avec le corps. Très rapidement, c'est juste pour se rendre compte. Ici, c'est la partie qui va nous permettre de contrôler le volume. Et ici, avec les mouvements des mains, on vient tirer les notes.
Voilà, merci beaucoup. On va pas tous essayer, mais voilà, c'est aussi une manière de voir un petit peu ce qui peut se passer avec des notes et un corps et une main. Et je vais vous inviter à venir vous asseoir sur ces petits wagons scéniques, donc les trois podiums qui sont ici, les membres du jury, pour visionner la vidéo. Pensez bien au thérémine, du coup, pour la bande sonore. Quelques mots avant de visionner la vidéo, parce que ça dure 3 minutes, donc ça va être assez rapide. C'est un espace virtuel archéofuturiste qui mélange du coup les imaginaires énergétiques de 1900 et de 2024. En particulier, vraiment la période de 1900 avec l'ouverture du palais de l'électricité sur le champ de Mars, qui était un peu l'apogée de l'électricité, où à ce moment-là, il y avait des démonstrations d'électrothérapie, d'électricité qui soigne. L'électricité était là à foison, on l'a dépensée vraiment de tous les côtés. Et aujourd'hui, quels sont ces imaginaires par rapport au fait de produire de l'énergie et de l'électricité? En tout cas, quel pourrait-il être dans le futur? On est plus sur des dispositifs expérimentaux dont je vais vous parler rapidement juste après, qui vont être des tokamaks. Et donc voilà, dans ce monde qui serait comme un projet expérimental caché de la ville de Paris, on pourrait rentrer dans ces architectures et il y aurait des voix qui nous parleraient en fait, qui seraient des incarnations, des entités de ces architectures. Depuis la nuit des temps, je suis un phénomène. J'apparais d'intermittence météorologique agitée, inter- ou intranuageuse. C'est par le frottement de pierres d'ambre jaune que j'ai été, pour la toute première fois, domestiqué par vos mains. On m'attribue un foi. Je suis géant, statue. Détecté à proximité sur le toit du 40 et 1,5. Voilà. Donc,
Maintenant, vous pouvez vous tourner dans l'autre sens. Il y a pas mal de choses à dire sur la vidéo. La vidéo, donc cette première exportation vidéo qu'on pourrait imaginer aussi sous d'autres dispositifs de monstration, puisque l'idée c'était vraiment qu'il y ait des voies d'entités qui soient associées à des architectures. Là, je vous ai mis dans un wagon scénique où vous n'êtes pas... merci où vous n'êtes pas libre de vos mouvements et de découvrir par vous-même et d'entrer dans ces architectures-là. Mais j'aurais bien aimé faire une suite où, peut-être avec un casque VR, on puisse vraiment en fait, être dans ce parc expérimental de Paris et visiter ces architectures. Donc, concernant la création, la réalisation, donc, c'est important de noter qu'il n'y a rien qui a été modélisé en fait, par moi-même. Donc c'est de la génération IA 3D que j'ai réalisée d'après des vraies images d'archives du palais de l'électricité, de la statue de la fée électricité, du porte-clés Tour Eiffel. La Tour Eiffel est devenue un porte-clés géant. Et même des sculptures qu'on retrouve, les griffes on les retrouve mais sous une autre forme. C'est plus des objets qui viennent se cacher dans la ville, mais c'est plutôt voilà, des sortes d'endroits où on peut s'abriter, qui sont un peu des folies voilà, associées au jardin. Et puis dans le ciel, à un moment donné, juste après le palais, on rentre dans un dispositif expérimental. Et ça, il s'agit du coup du tokamak dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure, qui seraient des sources d'énergie futures, qui sont des dispositifs expérimentaux énergétiques qui ont lieu actuellement notamment dans le sud de la France, du côté de Cadarache, avec un projet qui s'appelle ITER, et où on cherche en fait, parce que quand même la grosse question c'est comment on va faire pour subvenir à nos besoins énergétiques en constante augmentation, en sachant que l'uranium, qui là est comme une sorte voilà, de chose vénérée, va arriver à terme, va commencer à vraiment s'épuiser d'ici 100 ou 120 ans. C'est des vraies sources du site d'EDF. Et avec des besoins voilà, qui vont encore augmenter. Et donc il y a comme ça des gens qui réfléchissent depuis de nombreuses années à des dispositifs pour recréer le cœur d'étoiles sur Terre. Et en fait, c'est ça qui est aussi assez fascinant, c'est que finalement, au-delà de se dire cette idée un peu effrayante d'accéder à une source d'énergie infinie, est un peu cachée derrière le fait de vouloir reproduire une étoile sur Terre. En fait, il y a un peu comme ça des imaginaires, parce que s'il n'y avait pas le truc d'étoile sur Terre, peut-être que les tokamaks ne seraient certainement pas vus du tout de la même façon, et on questionnerait vraiment ces dispositifs qui créeraient une source d'énergie infinie, qui pour le moment ne sont pas du tout prêts à être fonctionnels. Mais en fait, il y a quand même, pour moi, c'est ça en fait, finalement, le fantasme énergétique contemporain de produire de l'électricité et de l'énergie, qui en 1900 était incarné à travers la figure de la fée électricité, où il y avait ce côté plutôt magique, de figure de veille. On n'avait pas trop l'image de toutes les infrastructures qui iraient derrière. Ben là, finalement, les tokamaks, eux, c'est vraiment un imaginaire autour de l'étoile, encore dépasser la condition humaine, etc. C'est un peu la conclusion du fantasme contemporain que j'ai pu identifier aujourd'hui autour de voilà, comment créer de l'énergie et d'imaginaire associés. Il y a aussi quelque chose d'important à noter, c'est que les voix ont aussi été générées en intelligence artificielle, donc d'une volonté de pas justement interpréter moi-même en fait ces entités qui seraient associées au parcours. Et on note qu'il y a beaucoup d'améliorations justement par rapport au ton des voix artificielles. On n'est plus du tout sur la voix de Google Translate ou de Google. On est vraiment, il y a des tons qui sont placés. Et en même temps, il y a un truc presque de Vallée de l'étrange à certains endroits de la voix, puisqu'il y a des moments où le ton n'est pas mis au bon endroit, où il va y avoir une intonation un peu bizarre, mais c'est quand même très réaliste. Donc ça aussi, au niveau des voix, ce serait quelque chose que j'aimerais poursuivre. Voilà, les griffes, les architectures, le palais de l'électricité, la fée, les tokamaks. Donc derrière tout ça, il y a un questionnement sur effectivement, en même temps, un questionnement très sérieux futur sur quel serait le paysage énergétique qui pourrait se dessiner à l'avenir dans nos villes, comment on aurait de l'électricité, quel est cet imaginaire, et puis en même temps aussi s'amuser à mettre en scène en fait
un parcours, et tout en donnant quand même des informations assez sérieuses sur ces données énergétiques. Enfin, donc j'ai parlé effectivement du fait que ce projet-là, j'aimerais beaucoup qu'il soit vraiment réalisé dans le cadre d'une manifestation culturelle. Donc moi j'avais pensé à une manifestation de type la Nuit Blanche. Ça pourrait être ailleurs. On a vu que des candélabres, il y en avait aussi à Nantes, au parc Cambronne. Donc ça, voilà, il pourrait y avoir aussi ces sculptures qui viennent se greffer dans d'autres villes. Et puis pour la vidéo, tout ce qui est au niveau du monde virtuel, là, voilà, vraiment pousser le dispositif de monstration. Là, ce serait plutôt pour une deuxième partie dans un espace de musée ou dans une salle vraiment dédiée avec une autre expérience, mettre en place une autre expérience. Et j'en viens au fait qu'il y a donc du coup tous ces sujets, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une artiste plasticienne qui a essayé d'explorer, d'ouvrir des portes en fait sur la pratique plastique à travers des nouveaux outils. Et c'est quelque chose voilà, qui a été extrêmement important cette année, de me dire de mon travail d'avant, entre guillemets, comment je vais pouvoir retrouver aussi cette plasticité qu'on va pouvoir retrouver sur les céramiques à travers du monde virtuel et de la 3D en travaillant. Voilà, c'est vraiment aussi des choses qui sont importantes à relever en tant que pour ma pratique personnelle de plasticienne. Et voilà, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie et voilà. Et on peut revenir s'asseoir pour procéder aux questions. On attend juste 2 minutes. Ouais. Ouais, pas de souci, pas de souci. Ah oui, ça marche. Pas trop, merci. Merci. Merci beaucoup, Lou, pour cette présentation. Je propose à Florence de commencer le bal. Alors, merci beaucoup. J'avoue que j'ai été assez impressionnée par les griffes sur les candélabres pour démarrer les questions, j'avais d'abord une réaction en fait, c'est que je trouvais qu'il y avait une continuité très, très juste, très intéressante entre le côté un petit peu animiste en fait de ces plugs sur les candélabres et l'exploration qu'on voit assez bien en VR en fait à la fin dans l'exploration 3D que vous nous montrez, parce qu'il y a une géospatialisation du son qui est voulue dans ce qui est qu'on rentre à l'intérieur, enfin voilà, qu'on a un point de vue caméra qui est presque celui d'un humain, même si c'est un univers totalement fantastique. Et ma question c'était parce que le projet il est assez abouti, que vous en donnez déjà un peu les perspectives d'application. C'était finalement, est-ce que ça parle plus de magie
ou est-ce que ça porte plus une vision critique, effectivement, de l'utilisation des énergies, voilà, comment vous aimeriez le placer en termes de discours, ou le mieux, en tout cas, qu'est-ce qui lui conviendrait le mieux maintenant à cet état de finalisation du projet? Oui. Alors, concernant le terme magie, c'est vrai que c'est pas du tout un mot que j'ai utilisé, parce que j'ai parlé de fantasmagorie. Et voilà, donc ça, par rapport au mot en question, et j'ai expliqué aussi pourquoi la fantasmagorie. Et concernant la question de... Il y a quand même vraiment une critique sur les flux énergétiques et les choses invisibles de la ville. Et voilà, mais en même temps, c'est comment révéler en fait des informations de cette ville-là à travers un projet artistique. Mais oui, c'est quand même un positionnement sur l'énergie qui peut être critique, en tout cas sur les inventions qui ont pu être réalisées pour fournir cette énergie-là. Oui, enfin, je ne sais pas si ça répond. Oui, si, bon, c'est vrai qu'entre fantasmagorie, parc d'attractions, on tourne un peu effectivement autour de... J'ai un peu fait dériver le vocabulaire, c'est vrai, c'est juste. Est-ce que c'est quelque chose qui serait transposable, ce projet hors Candélabre, dans un autre univers par rapport à cette idée d'archéologie futuriste? Sur le coup, je pense que le processus de création, oui, mais pas le propos. C'est-à-dire que là, le propos avec les griffes, c'est vraiment associé au candélabre, qui sont aussi le symbole de l'arrivée de l'électricité, de l'illumination en ville, qui étaient des figures de veille au départ pour justement réduire la criminalité. Voilà. Donc non, ce projet-là spécifiquement, il est vraiment associé au candélabre. Par contre, au niveau de tout le processus de création, c'est-à-dire venir faire des prises d'empreintes en fait dans la ville, imaginer des objets qui soient qui donnent de l'information en fait. Oui, ça, il pourrait y avoir des suites, par exemple les fontaines. On pourrait imaginer qu'il y ait des mobiliers urbains dans la ville qui soient associés à de la donnée. Les fontaines, la ressource, l'eau, la qualité de l'eau, je sais pas. Ou ça peut être voilà, les bancs, l'hospitalité en ville. Enfin, ça éventuellement ce serait des choses qui pourraient être... je pourrais imaginer en fait d'autres projets avec un peu sur le même processus de création. Oui, moi ce que je trouve assez remarquable et assez étonnant, c'est que vous échappez au tourisme, en fait. Au début, vous parliez de circuits alternatifs, etc., qui sont les vôtres. Mais en même temps, c'est un magnifique hommage au Paris du 19e siècle, quoi. Donc ça réintroduit du tourisme, mais autrement. Ma question, elle serait plutôt du côté... Je reviens à la question énergétique. En fait, vous pointiez, en parlant de l'uranium, l'aporie, voilà, enfin l'impasse de certaines énergies potentiellement. Pourtant, toutes ces technologies utilisent beaucoup d'énergie. Et donc, comment cette équation, comment vous l'analysez? Est-ce que vous avez imaginé des productions, par exemple, par panneaux photovoltaïques, un peu individuelles, sculpture par sculpture, enfin, etc. Bref, oui. Quelle est votre source d'énergie à vous? Alors, en fait, c'est vrai que c'est des choses par rapport à l'alimentation en mini panneaux voltaïques auxquelles j'ai réfléchi au début. Après, je me suis rendu compte que, aussi, moi, je ne faisais pas du tout d'électronique il y a un an. Il y a eu aussi appréhender en fait tous ces circuits, faire ces circuits qui vont venir donner de l'information. Il a fallu apprendre, il a fallu le mettre vraiment en place. Ça a pris énormément de temps. Et donc là, pour le moment, les sculptures en ville, elles sont alimentées par des batteries, donc des batteries rechargeables. J'aurais bien aimé effectivement voilà, voir s'il pourrait y avoir de l'énergie solaire ou comment elle pourrait être alimentée autrement. Donc voilà, pour le moment je me suis plus concentrée sur la question de révéler de l'information, en tout cas d'en prendre conscience qu'il y a ces flux énergétiques-là, qu'ils soient électromagnétiques ou électriques, et déjà pointer ça du doigt en fait. Et ensuite voir si on pourrait améliorer les sources mêmes voilà, d'énergie de ces dispositifs. Merci. Aurélien, tu veux bien prendre la parole? Merci Lou. Déjà sur ton mémoire, c'est vrai que
déjà tu as choisi un médium particulier pour le déployer et on voit bien le fil en fait qui est tiré entre la question de la déambulation psychogéographique ou en tout cas la navigation autour de ton contexte comme tu disais et comment ça s'est ensuite déployé dans ton projet. Donc ça c'est voilà, enfin, moi je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment le médium choisi influence ensuite l'écriture, la narration et puis les différents supports en fait que tu as convoqués et comment tu les as fait re-rentrer dans Google Maps. Enfin, voilà. Et après, alors je sais plus, il y a des choses, je sais plus si on en avait parlé ensemble, mais déjà sur le double de la ville, le dernier roman d'Alan Moore qui s'appelle Le Grand Camp, c'est justement sur l'idée que derrière Londres, il y a une autre Londres, qui est en fait la Londres archétypale dans laquelle la littérature, les grands auteurs, enfin tout ça continue de vivre et structure finalement la réalité plus banale entre guillemets du Londres. Après, t'appelles ça des griffes et au Moyen Âge, il y avait les grilles et les grilles et les grotesques qui étaient justement des sortes de personnages anthropomorphes et végétales qui renvoient en plus au dessin qu'il y a sur les candélabres. Donc à mon avis, dans toute cette iconographie, même néo-gothique, enfin toutes ces choses-là, il y a des choses que tu pourras aller chercher. Et après, je rebondis sur ce que disait Florence sur la magie. Alors je sais que la magie, c'est pas ton... En tout cas, c'est pas ce que tu as choisi comme angle. Et je comprends tout à fait, c'est pas pour revenir à ça, mais je trouve qu'il y a un truc intéressant justement. Alors je sais pas si c'est la magie, si c'est l'illusionnisme, si c'est les fantasmagories. Enfin, ça, ce serait des choses à définir, mais sur justement des bifurcations en fait vis-à-vis de notre relation à la technologie. Enfin, on en a parlé beaucoup ensemble de Robert Houdin. Et d'un côté, il y a Edison qui fait General Electric, et de façon contemporaine, il y a Robert Houdin qui invente l'ampoule à filament et qui, lui, va faire les premiers théâtres des illusions sur les grands boulevards. Et je trouve que dans ton propos, il y a aussi justement quelque chose d'intéressant sur comment le tokamak, peut-être que si on le relie à l'aune de Robert Houdin ou des fantasmagories, ça devient un autre objet avec une autre destination qui est peut-être pas celle de l'énergie infinie et inépuisable, mais au contraire, voilà, un hommage au Paris du 19e siècle ou un truc plus fantasmagorique justement. Et donc peut-être que là, il y a aussi un fil à tirer dans ta pratique de dispositif sculptural, de réinterprétation un peu des choses. Et puis, je me demandais si tu avais vu cette étude du MIT sur ce que consomme une génération d'images par IA, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Et je ne sais pas s'ils l'ont fait sur la génération d'images 3D, parce que justement, du coup, ça serait intéressant aussi peut-être que dans ton double de la ville, il y ait aussi des griffes qui donnent des informations par rapport à... J'ai oublié de le préciser, il y a une griffe qui donne des informations aussi sur la consommation énergétique du candélabre, qui est de 0,48 kWh, la durée de vie du support, etc. Donc voilà, c'est un petit oubli, mais oui, j'ai pensé à ça déjà, effectivement. Intégrer les consommations. Et puis il y a une autre chose, je trouve, enfin, il y a plein de choses intéressantes dans ton projet, mais c'est aussi comment tu rends la matérialité des flux numériques. C'est-à-dire qu'on nous présente toujours ça comme de l'immatériel. Et bon, il y a plein de travaux, Fanny Lopez et d'autres. Mais voilà, tu les rends concrets et tu donnes un dispositif qui permet de comprendre aussi comment on est submergé par toutes ces ondes, enfin je sais pas comment on pourrait les appeler, ces fantômes. Et après sur comment tu pourrais alimenter. Il y a aussi tous les dynamos, en fait, tout simplement, ou à manivelle, ou avec des hélices, et en plus, ça pourrait rajouter une dimension, au dispositif lui-même. Enfin, je sais pas, il faut brancher son vélo, enfin, j'en sais rien. Ouais. Tout à fait. Voilà. Oui, merci Aurélien. Stéphane ? Merci. C'est toujours intéressant de suivre un projet. Et puis j'ai pas vu les derniers développements, mais là hop, on s'assoit puis on voit le résultat.
Et il y a plein de choses nouvelles qui apparaissent, c'est intéressant. Donc j'ai pas vu j'avais pas vu avant aujourd'hui les derniers résultats et enfin, je trouve très très habile la manière dont tu as fait cette plongée dans la vallée de l'étrange et que subrepticement on se retrouve au 19e siècle. Alors bon, je savais à quelle époque on allait se retrouver, mais il y a vraiment quelque chose où tu as réussi à capturer alors l'aura, peut-être le spectre infrastructurel de l'époque, quelque chose comme il y a des larves aussi, et qu'on arrive à retrouver comme ça ces fantômes qui hantent le présent et qui sont rendus visibles mais à la fois invisibles. Il y a quelque chose de très, je trouve très subtil dans le résultat, qui est... Oui, enfin, je trouve ça très intéressant quand tu dis que... Moi, je parle en désordre, hein, c'est pas grave, mais quand tu dis que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose sur le candélabre. Ça, c'est vraiment... Ça fait partie du caractère du projet, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est là, mais c'est pas là, comme un fantôme. Et ça fait partie de la logique du truc. Et vraiment, les époques se mélangent complètement entre 1830, 1900, 2024, où on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, mais dans les trois à la fois. Je trouve là, la réalité virtuelle, on aimerait bien le tester en vrai, mais on se rend bien compte de la fluidité entre les époques qui arrive vraiment, parce que tu as réussi à attraper un truc qui est... Oui, qui est vraiment le... Bah, oui, alors, je sais pas quel mot il faut utiliser. Je suis pas sûr que j'aurais utilisé fantasmagorie, mais peut-être spectre ou aura me semble plus... Enfin, il y a quelque chose de médiumnique, en tout cas, qui est assez clair et qui à la fois est très tangible. Donc, on est un objet qui échappe vraiment complètement... on n'arrive pas à vraiment mettre la main dessus, mais ça, c'est intéressant. Le fait qu'il soit invisible, c'est intéressant aussi. Ça rend pas forcément ça plus facile à présenter ou à exposer, mais en tout cas, c'est très très logique par rapport au processus, quoi. Voilà, donc merci. J'ai pas de questions. J'aime bien la Tour Eiffel qui apparaît, le porte-clés Tour Eiffel. Ça, c'est aussi un objet vraiment important. C'est-à-dire que la Tour Eiffel en soi, c'est aussi un objet. Alors là, pour le coup, un objet fantasmagorique. Qui apparaît sous forme de porte-clés. Enfin, il y a vraiment plein de trucs comme ça qui pourraient passer pour des blagues et qui en fait sont très malins. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait quelque chose qui échappe à la blague. Et alors je crois que voilà, on parlait du tourisme. Enfin, je sais plus qui en parlait, mais on est que sur des figures extrêmement connues, extrêmement. Et le candélabre qu'on voit tous les jours, mais qu'on oublie complètement d'examiner, tu vas les fouiller, tu vas regarder ce qu'il y a derrière, et tu en tires quelque chose qui va le révéler, mais qui à la fois le garde caché. Voilà, donc il y a cette logique qui fonctionne bien. Il y a une bonne fouille. Merci. Merci Stéphane. Oui, je tiens à souligner la qualité de la présentation. Je trouve que vous avez très bien su nous guider et le projet est très explicite, quoi. C'est bien. Merci. Axel. Je vais aller dans le sens de ce qui a été dit. En effet, je trouve que tu nous fais voyager avec brio à la fois dans l'enquête rigoureuse, fondée, que tu mènes à travers ces imaginaires, dans le récit et aussi dans les formes. Et donc avec une fluidité assez habile, justement, je pense que l'habileté c'est vraiment le bon terme, sachant qu'au départ aussi il y avait une sorte de fascination pour certains phénomènes, certains motifs qui étaient beaucoup plus labyrinthiques, donc il y a quand même une sorte de tour de force à avoir réussi à articuler tout ça de manière assez qui fonctionne dans l'échelle. Et en effet, moi c'est la dernière version de la vidéo là qui a changé et qui je trouve révèle des choses hyper importantes, et notamment autour de cette question du whatscape. Enfin, ça m'intéresse parce que je trouve que du coup tu ramènes de manière beaucoup plus explicite la question du paysage énergétique, de nos dépendances, mais en même temps dans quelque chose qui est quand même dans une sorte de... On parle de... Moi, quand même, je trouve quand même du côté de la magie, mais une magie un peu désillusionnée. Il y a un peu ce truc-là, et c'est très intéressant, en fait, cette chose-là. Entre eux, finalement, on commence avec une sorte d'archéologie des moulages, enfin, d'une galerie des moulages. On est dans quelque chose de très archéologique, et puis on finit dans un paysage qui est presque de la ruine aussi. Et ça n'existait pas comme ça avec les autres versions, et je trouve que ça existe très fort là, et très fort dans la scéno, et je trouve ça vraiment intéressant dans la question que ça pose sur cette dépendance et cette... tendance à s'accrocher à quand même une sorte de fantasme magique de ce que ça crée, la lumière, l'électricité. Donc ça, c'est super chouette. Enfin, plus que chouette, c'est hyper intéressant en fait. Et aussi sur la question de l'attention, je trouve en fait ce qui est bien dans l'échelle de tes objets, c'est que là on le voyait pas tant que ça, mais je crois que dans une autre vidéo, dans une photo, on voit qu'on est obligé de s'approcher.
parce que c'est écrit tout petit, et puis dans la rue, on s'approche, ça a été dit, sur un peu la question de l'attention. Et du coup, on s'accroche aux détails, à l'ornementation, là où justement, on a un peu expurgé l'imaginaire énergétique de la question de l'ornementation, même si les récits existent. La question de l'infrastructure et d'un autre langage formel, elle n'est pas si développée. Et je trouve que de se réinterroger sur justement le moulage, le geste classique, comme tu l'as dit, à l'endroit de ça, c'est vraiment un positionnement hyper pertinent. Et donc, je trouve ça vraiment très intéressant. Merci, Excel. Geneviève ? Non ? Eh bien, merci beaucoup, Lou. C'est super. Franchement, c'est très... Oui, moi qui suis quelqu'un qui adore les jeux de rôle qui se passent dans les espaces steampunk ou Bioshock, je dois avouer que j'ai été servie. Je trouve ça effectivement très fort en imaginaire. Et puis en même temps, effectivement, coquin et habile. Voilà. Je voulais te remercier aussi pour ta participation toute cette année avec certains de tes camarades. Votre classe a été une classe formidable. Et tu as aussi donné du temps pour parler du master, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, je voulais te demander ce que tu vas faire ensuite avec tout ça. Voilà. Oui, merci Geneviève. À très court terme, je vais partir aux Pays-Bas avec un réseau d'artistes. Voilà, j'ai été sélectionnée pour faire un voyage de contact à Rotterdam, Amsterdam et La Haye. Donc voilà, peut-être de nouvelles idées, de nouveaux imaginaires, de nouvelles collaborations. Et sinon, j'ai déjà envoyé des candidatures pour la Nuit Blanche notamment, un autre projet qui s'appelle Paris 2030, continuer à démarcher ce projet-là, à essayer d'aboutir finalement qu'il puisse vraiment exister dans une manifestation culturelle, et puis poursuivre les résidences avec cette pratique qui est maintenant augmentée de nouveaux outils. Eh bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, on arrête. Merci beaucoup, Lou. Merci beaucoup. À tous, on se retrouve à, que je dise pas de bêtises, 16h30 avec Clarisse. Voilà. Donc on vous laisse changer les scénographies et à tout à l'heure.